Au sommet des arbres qu'il ne déserte que rarement, le capucin, frénétique, semble danser avec le ciel. Les chemins qu'il emprunte sur les routes des cimes sont toujours les mêmes, étroits et si bien délimités que quand plusieurs singes évoluent ensemble, ils y passent en file indienne. Le capucin doit son nom à une calotte noire que certaines espèces portent sur un pelage occipital semblable à une chevelure blanche. Avide d'occuper toutes les dimensions de son univers, le haut, le bas, l'avant, l'arrière, la gauche, la droite, le capucin semble célébrer la déroute du fleuve. L'Amazone s'est retirée au plus loin, au plus creux de son lit. Elle ne descendra plus. Dans quelques mois, le fleuve reviendra, inondant de nouveau ces forêts où l'on peut, pendant qu'il en est temps, courir et jouer jusqu'à l'ivresse. Une main se tend, hésite et se retire. La main recommence et, cette fois, renonce. Cette main est celle d'un paresseux mâle, dans la pleine vigueur de la maturité, et dont un doigt cassé à la main droite diminue à peine la force. Ayant renoncé à se déplacer par le haut des arbres, doigt cassé se résout à affronter la terre ferme. Parler de terre ferme est d'ailleurs abusif car doigt cassé vit dans une zone inondée tout au long de l'année et que n'affecte guère la saison des basses eaux. À mi-hauteur d'un arbre voisin, doigt cassé aperçoit un nid que des guêpes ont construit. En forme d'assiette creuse renversée, large d'une cinquantaine de centimètres, le nid est une usine où s'activent des ouvrières. Chacune d'elles a un rôle à jouer. Certaines assurent la ventilation en battant des ailes, d'autres pourvoient au nourrissage des larves, d'autres encore se chargent de réparer le nid en utilisant comme matériaux de construction des matières végétales, semi-digérées et mêlées de salive. Les cellules sont strictement hexagonales. Chacune d'elles ne contient qu'un seul œuf. Les ouvrières poseront un couvercle sur celle où la reine a pondu. Quand elles ont grandi, les larves qu'on voit bouger dans les cellules sont nourries avec de la chair d'insectes et avec notamment des fragments de chenilles. Quand elle a créé cette cité, la reine, encore seule, n'a pondu que les œufs nécessaires à l'éclosion d'une première couvée. Celle des ouvrières vouées à agrandir le nid, à élever les larves à venir, à chasser les insectes nécessaires à leur alimentation. Un nid peut abriter plusieurs centaines et dans certains cas, plusieurs milliers de guêpes accrochées à leurs habitations par les crampons qui garnissent leurs pattes.
Le paresseux a une prédilection pour certains feuillages particuliers, et quand il veut les trouver, il lui arrive de devoir se déplacer, sur terre ou par les eaux, sur d'assez longues distances. Dans la forêt amazonienne, qu'on soit en région inondée, semi-inondée ou en terras firmes, les terres fermes, il faut parfois parcourir plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres, pour trouver deux arbres de la même essence. La richesse de la forêt a pour corollaire l'extrême dispersion des espèces. En pleine forêt pluviale, on peut compter environ 300 espèces d'arbres différents par hectare, alors qu'on n'en trouverait qu'une vingtaine dans une forêt européenne. Celui qui, comme doigt cassé, n'apprécie qu'une seule sorte de feuillage, doit donc se résoudre à une existence de nomade, de territoire en territoire. Heureusement, piètre marcheur, le paresseux est un bon nageur, qui semble prendre plaisir à lacérer de ses griffes les eaux illuminées. Doigt cassé est enfin parvenu au terme de sa traversée. Le monde émergé l'attend. Il lui suffit d'y grimper. Doigt cassé se plaît dans cet écosystème appelé Igapo. L'Igapo est une forêt inondée en permanence, que le retrait du fleuve ne découvrira jamais. Les formes végétales y sont intimement liées au milieu aquatique et plantent leurs racines dans une terre imbibée d'eau. Doigt cassé se reposera à présent pendant le temps nécessaire. Quelques heures, quelques jours. Rutilante au soleil, toute cuirasse briquée et lustrée, un criquet vaque aux minuscules occupations qui remplissent une vie d'insectes. Dans la jungle des sous-bois, on ne sait jamais qui l'on risque de rencontrer. Derrière la feuille brune, dressée face au criquet, une tueuse prend son repos. Mais l'insecte l'ignore et continue d'avancer. Mala, la mygale, a ressenti près d'elle une faible secousse, comme celle que produit le pas d'une proie. Le criquet, inconscient d'avoir défié un ennemi, poursuit l'escalade d'une feuille. Brusquement aux aguets, Mala met en alerte ses capteurs sensoriels. Des yeux au nombre de 8, dont 2 principaux, et des organes capables d'analyser les vibrations
et la composition chimique de l'air. Mal agrippé à une feuille, le criquet tombe soudain juste à côté de Mygale. À peine saisi, l'insecte se débat si fort que la Mygale, surprise, le laisse échapper. Un peu commotionné, mais sans dommage apparent, l'insecte poursuit son chemin. Tandis que Mala, elle, désormais éveillée, se met en embuscade dans l'attente d'un prochain visiteur. Une biche est morte cette nuit au sud de la forêt, dans les savanes du Pantanal asséché. Les charognards se sont activés jusqu'au matin et il ne reste plus d'elle qu'une carcasse dont un faucon nettoie les os. Deux vautours, des urubus, importunent le faucon. L'un d'eux, présumant de ses forces, tente même de soustraire la carcasse à son propriétaire. Bientôt, un autre urubus se présente. Au bout d'un moment, ils seront une meute caquetante et acharnée, capable de noyer le faucon sous leur nombre. Sautillant comme un éclopé, car l'une de ses ailes est cassée, voici qu'arrive en retard un dernier quémandeur. Le faucon marque soudain sa mauvaise humeur. Pourtant, son ventre est plein et il ne compte pas s'attarder au milieu d'une telle foule. Aile brisée s'approche du festin. Depuis longtemps dans le groupe, il est celui que l'on n'aime pas et que l'on repousse méchamment à coups de bec. Mais Aile brisée y croit encore et espère que ses congénères, autour d'un repas comme celui-là, finiront bien un jour par le laisser passer. Oui, ce jour-là, ils l'accepteront parmi eux et partageront une carcasse avec lui, que son aile manquante affaiblit tant. Pourtant, aujourd'hui comme hier, Aile brisée ne se mêle pas aux autres. Il hésite, avance et finit toujours par reculer. Et quand enfin il parvient à oser et arrive à grappiller une miette de chair ou d'os, il se fait rabrouer et doit se contenter par chance d'une autre miette à ramasser. Bientôt l'un de ses adversaires lui saute dessus et le dissuade de s'acharner. Exclu et maltraité, il se résout enfin à laisser ses congénères accomplir sans lui leur travail de nettoyeur. Bientôt, ses tourments prendront fin, mais il l'ignore encore.
Aux lisières de son territoire, non loin de l'Amazone, Zuko le jaguar arpente les zones inondables que les limons du fleuve ont fait reverdir. Depuis plusieurs semaines, une femelle, Kaloa, est arrivée sur ces terres. Ensemble, ils ont pratiqué le jeu et le combat. Ils ont pêché et chassé. Ils ont parfois partagé des proies. Mais aujourd'hui, Zuko recherche Kaloa pour une toute autre raison. L'odeur de la femelle a marqué ses herbes et Zuko, le nez à terre, suit sans la perdre la piste de Kaloa. Dès qu'il l'a trouvée, Zuko flaire Kaloa, qui se révèle sexuellement réceptive. D'un mouvement de la patte, il la pousse sur le ventre. Enfin, il introduit son pénis en elle. Comme chez la plupart des grands félins d'Amérique ou d'Afrique, la pénétration ne dure que quelques secondes. Aussitôt après, la femelle feule avec énergie, comme si elle manifestait un plaisir mêlé d'agressivité. Certains pensent que ce comportement est causé par les rugosités du pénis du mâle, qui meurtrit la femelle pendant l'accouplement. Si le coït est bref, il sera répété de nombreuses fois, ce qui optimise les chances de fécondation. Le scénario est immuable. Le simulacre de l'affrontement succède toujours à l'accouplement, à grand renfort de rugissements et de feulements alternés. Abandonnée par les vautours, boucanée par le soleil, la carcasse de biche excite à présent la convoitise d'un caracara. L'oiseau de la famille des faucons se montre opportuniste. Bien qu'il apprécie la chair de jeunes oiseaux, qu'il tue dans leur nid, il se nourrit aussi de proies chassées par d'autres ou de charognes abandonnées. Les vautours urubus ont si bien rempli leur office que le caracara ne trouve plus de chair consommable que sur la tête de la biche. Une oreille, délicatement prélevée, semble d'abord le satisfaire. Mais il se ravise et revient vers la carcasse. Une deuxième oreille lui donnera matière à s'activer. Le faucon aimerait, en soulevant la carcasse ou en la déplaçant, que les os du cou se séparent et lui donnent accès aux pulpes et aux moelles qu'il renferme. Mais la tactique est vaine. Il faudra se contenter, comme prévu, des chairs cartilagineuses de l'oreille. Au ras du sol se joue parfois d'aussi grands drames que dans une jungle.
Tout commence ce jour-là de manière banale, par une grenouille à l'affût d'un insecte à gober. Au lieu d'un insecte, c'est un fauve qui va surgir, et le gobeur ne sera pas celui que la situation prévoyait. Mala la mygale s'est jetée sur sa proie comme l'éclair frappe l'arbre, sans laisser à la grenouille le temps d'un réflexe. Aussitôt, en tournant sur elle-même, elle stimule les filières, orifices situés à l'extrémité postérieure de son abdomen. Des fils de soie en sortiront que l'araignée utilisera plus tard pour envelopper sa proie. Avant toute chose, il faut commencer à transformer la proie. Au moment de la capture, un venin lui a été injecté par les crochets de l'araignée, les chélicères. À présent, c'est un autre liquide qui est introduit dans son corps. Un puissant suc digestif, riche en enzymes qui va dissoudre les organes, les chairs et une partie du squelette. En quelque sorte, la digestion se fait avant même que le repas soit ingéré, à l'extérieur du corps du mangeur. La dégradation de la proie est complétée par la puissante action des chélicères qui déchiquettent et broient les tissus, de haut en bas. Simultanément, les lames maxillaires, organes situés de chaque côté de la bouche, renseignent l'araignée sur le goût et l'état de ce qu'elle va manger. Ce qui est d'ores et déjà consommable sera poussé par elle en direction de la gueule. La grenouille sera ainsi de l'intérieur réduite en bouillie. Le liquide sera filtré à l'entrée de la bouche de l'araignée par un tamis de poils qui retiendront les particules trop grosses pour passer dans l'œsophage. De nouveau, Mala se met à sécréter du fil, un fil dont la résistance est supérieure à celle du nylon. Les mygales sont les araignées les plus archaïques de la planète et ressemblent à certains égards aux premiers ancêtres de tous les arachnides, qui vivaient il y a environ 400 millions d'années. Mala est donc à la fois très sophistiquée et très primitive. C'est pourquoi elle ne tisse pas de toile comme le font des araignées d'évolution plus récente. En revanche, elle emploie du fil de soie en toutes sortes de circonstances, pour se fabriquer un terrier, pour boucher une cavité qui servira de piège, ou comme ici, pour envelopper une proie. L'enrobage de la proie se fait par un mouvement de rotation régulier, lors duquel l'animal veille à ce que les fils soient bien plaqués sur l'objet enveloppé. Mala la mygale ne craint pas vraiment les fourmis que l'odeur de la grenouille morte a attirées. Les insectes se promènent sur son corps et l'énervent, mais le seul prédateur que puisse redouter la mygale est la guêpe pompile, capable de la paralyser en quelques secondes. Mala la mygale a dévoré sa proie. Tout rentrera dans l'ordre comme si rien ne s'était jamais passé. Ainsi s'achèvent les drames,
dans la jungle du sous-bois.